Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire le 7e chapitre qui est la leçon du temps. Donc toujours concernant le livre d'Elisabeth Kubler-Ross et de David Kessler qui est le titre du livre Leçon de vie. Donc là vous verrez qu'il y a un changement de décor, donc c'est normal parce que je suis en vacances et en camping-car, mais là j'en profite pour vous lire le 7e chapitre. La leçon du temps. Notre existence est régie par le temps de notre naissance à notre mort. Nous croyons que le temps nous appartient. Nous ne pouvons pas l'acheter, mais nous utilisons des expressions comme dépenser son temps. Et nous croyons que l'emploi du temps est un aspect essentiel de notre existence. Aujourd'hui, nous connaissons l'heure de chaque région du globe, mais autrefois, cette notion de temps était beaucoup plus souple. L'apparition du chemin de fer a rendu nécessaire un respect plus strict des horaires. C'est ainsi qu'en 1883, les compagnies de chemin de fer des États-Unis et du Canada adoptèrent un système fondé sur 4 fuseaux horaires, toujours en vigueur aujourd'hui. Cette décision fut très mal accueillie. Beaucoup pensaient que ces fuseaux horaires constituaient une insulte envers Dieu. Aujourd'hui, nos monstres et nos réveils sont détenteurs de vérité. Nous avons même une horloge nationale, au Naval Observatory. Le garde-temps officiel des États-Unis, mais il ne s'agit en réalité d'un ordinateur qui établit une moyenne à partir de 50 horloges différentes. Le temps est une unité de mesure utile, mais il n'a d'autre valeur que celle qu'on lui attribue. Le dictionnaire le définit ainsi. Un intervalle séparant deux points dans un continuum. Il semble que la naissance soit le commencement du temps, et la mort sa fin. Mais ce n'est qu'une apparence, car ces deux événements ne sont que des points dans un continuum. Albert Einstein a découvert que le temps n'est pas une constante, mais qu'il dépend de la position de l'observateur. Il s'écoule à des vitesses variables selon que l'on est immobile ou en mouvement, selon que l'on voyage dans un véhicule spatial, dans un avion ou même dans un métro. En 1975, la marine américaine a voulu tester cette théorie d'Einstein à l'aide de deux horloges atomiques identiques. Les chercheurs placèrent l'une d'elles au sol et l'autre dans un avion. Pendant 15 heures, l'avion vola tandis que des émissions de signaux laser permettaient de comparer le temps des deux horloges. Comme Einstein l'avait prévu, le temps était plus lent dans l'avion en mouvement. Le temps est aussi une donnée subjective. Imaginons qu'un homme et une femme regardent le même film dans la même salle de cinéma. La femme l'a adoré, mais l'homme l'a détesté. Pour elle, le film était trop court, tandis que pour lui, il était interminable. Pourtant, pour tous les deux, la séance a débuté à 19 h et s'est achevée à 20h57. Mais leurs perceptions respectives sont différentes. Manifestement, le temps de l'un n'est pas celui de l'autre. Chacun porte une montre à son poignet et la règle pour être sûr d'être à l'heure à ses divers rendez-vous, réunions, repas, cinéma, etc. C'est une bonne chose, car cela permet une meilleure organisation de notre vie sociale et professionnelle, et une meilleure communication. Mais au-delà de cet aspect pratique, prétendre que l'organisation arbitraire du temps en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années est inhérente à son concept même. C'est oublier que chacun de nous vit le temps différemment parce que sa valeur est subjective. Imaginons que celui-ci soit un arc-en-ciel. Si nous voulons organiser notre vie au moyen d'une montre afin d'être sûr d'arriver à l'heure au travail, etc., nous pouvons considérer qu'une des couleurs de l'arc-en-ciel du temps remplit cette fonction. Mais pour le reste, profitons de toutes les autres couleurs à notre guise. Avec le temps, tout change. La personne que nous sommes en société, notre apparence et notre moi intérieur se transforment eux aussi. Notre existence est marquée par des changements continuels, même si, d'une manière générale, nous ne les aimons pas et avons tendance à leur résister. Dans le même temps, le monde autour de nous se modifie lui aussi. Son temps n'est pas le nôtre. Il nous semble trop rapide ou bien trop lent. Les transformations nous accompagnent toute notre vie, mais nous les considérons rarement
comme nos amis. Elles nous font peur parce que nous sommes incapables de les contrôler. Nous préférons de loin celles que nous avons décidées car elles sont justifiées et maîtrisées. C'est le changement inattendu qui nous met mal à l'aise, qui nous donne le sentiment que la vie pourrait prendre une mauvaise direction. Comme la plupart des choses de la vie, ces changements ne sont ni négatifs ni positifs. Ils se produisent, un point, c'est tout. Le changement, c'est quitter une situation ancienne et familière pour en découvrir une nouvelle et inconnue. Parfois, ce n'est ni l'ancienne, ni la nouvelle qui nous déconcerte, mais le passage de l'une à l'autre. Ronnie Kay, l'auteur de Spinning Straw into Gold, je vous prie de m'excuser pour mon anglais, qui survécut à 2 cancers du sein, décrit ainsi cette transition. Dans la vie, quand une porte se ferme, il arrive souvent qu'une autre s'ouvre. Mais le couloir entre les deux est épouvantable. Il en est ainsi du processus de changement. Il commence généralement par une porte qui se ferme, la fin d'une activité, une séparation, un deuil, puis nous entrons dans une phase désagréable où nous pleurons ce que nous laissons derrière nous tout en vivant dans l'incertitude de ce qui nous attend. Cette période est difficile à vivre, mais au moment même où nous avons le sentiment d'être à bout de force, un événement se produit. Une réinsertion sociale, un nouveau projet, un nouveau départ, une porte s'ouvre. Si vous résistez au changement, vous y résisterez toute votre vie. C'est pourquoi il faut trouver un moyen de l'accepter. Bon gré, mal gré. Lorsque nous demandons à quelqu'un « Quel âge avez-vous ?», nous lui demandons en réalité « Quelle heure êtes-vous » Nous nous efforçons d'inscrire cette personne dans un cadre de référence lié au passé. En prenant connaissance de votre âge, je sais grosso modo quels sont vos souvenirs. Selon votre date de naissance, vous saurez tout sur le plan Marshall, Jackie Onassis, les premiers pas sur la Lune, le téléphone à cadran, la musique disco ou le système MS-DOS. Cette information peut éveiller en moi des souvenirs agréables et je chanterai avec vous de vieilles chansons des Beatles. Ou bien, elle peut susciter mon hostilité. Il faut être vraiment cinglé pour avoir été un hippie. Dans les 2 cas, je ne vous estime pas tel que vous êtes réellement aujourd'hui. Je vous juge en fonction de ce que je considère comme la somme de vos expériences passées. Prendre de la distance avec la perception que l'on a des choses est un acte libérateur. Nous avons tous entendu des dialogues de ce type. Vraiment, vous ne faites pas 40 ans. Et pourtant, c'est bien mon âge. La première personne dit en substance « Vous ne correspondez pas à ma perception des choses », tandis que la seconde ne veut pas être définie en fonction de ses attentes d'autrui. L'âge est dévalorisé dans la culture occidentale. Les rides ne sont pas considérées comme un aspect de la vie, mais comme un mal qu'il faut prévenir, cacher ou éliminer. Nous regrettons l'énergie et l'entrain de la jeunesse, mais nous ne voudrions pour rien au monde revivre la confusion caractéristique de l'adolescence. À l'âge mûr, nous avons une plus grande expérience de la vie et nous ne pouvons nous permettre de perdre notre temps à des futilités. Nous savons qui nous sommes et ce qui peut nous rendre heureux. Une fois cette leçon bien assimilée, on n'a aucune envie de recommencer sa jeunesse. Il est à la fois sage et réconfortant de prendre conscience que l'enfance et l'adolescence sont des périodes difficiles. C'est sans doute l'âge de l'innocence, mais également celui de l'ignorance. C'est le moment de la beauté, mais il est pénible parce que marqué par un profond mal-être. C'est souvent l'âge de l'aventure et tout aussi souvent de la stupidité. Pour bon nombre de gens, les rêves de jeunesse deviennent les regrets de la vieillesse. Non pas parce que la vie s'achève, mais parce qu'elle n'a pas été vécue. Vieillir de manière harmonieuse, c'est profiter pleinement de chaque jour et de chaque saison pour ne rien regretter ensuite. Combien d'années aimerions-nous vivre si l'on nous donnait la possibilité de vivre 2 siècles ou éternellement? Combien d'entre nous accepteraient cette proposition? Prendre conscience de cela nous aide à comprendre le sens de notre vie. En réalité, nous ne souhaitons pas exister au-delà du temps qui nous est dévolu. Il serait désespérant de rester dans un monde incompréhensible et totalement étranger. Un homme nous parle de sa mère âgée de
92 ans. Je l'ai emmené dans sa ville natale, Dallas, pour quelques jours de vacances. Nous sommes montés dans un avion flambant neuf. J'ai observé ma mère tandis qu'elle s'efforçait vainement d'ouvrir la porte des toilettes dotée de ses nouvelles poignées extérieures encastrées. Elle avait l'habitude des mécanismes traditionnels. Tôt le lendemain matin, l'alarme incendie s'est déclenchée à l'hôtel. Je me suis précipitée vers la chambre de ma mère et je l'ai trouvée devant sa porte en chemise de nuit, effrayée. Elle était exaspérée parce qu'elle avait oublié de prendre sa clé magnétique et que la porte s'était refermée derrière elle. Elle était dans un état de panique, ne sachant pas si elle pourrait rentrer à nouveau dans sa chambre, sans parler du fait qu'elle n'était pas habillée. À notre retour, elle m'a dit « Je n'appartiens plus à ce monde, je ne sais pas utiliser un four à micro-ondes, ni changer de chaîne de télévision, ni ouvrir une porte avec ses cartes magnétiques, et tous mes amis ont disparu. Le temps a passé, mais j'ai été abandonnée sur le bord de la route. » C'était dur à entendre, mais je dois dire qu'en repensant au voyage, j'ai compris qu'elle avait raison. La vie était devenue trop compliquée, trop frustrante pour elle. Le ciel que l'on contemple le soir est une représentation du passé tel qu'il était il y a quelques dizaines ou quelques millions d'années, selon le temps que met la lumière pour parcourir la distance qui sépare la Terre des étoiles les plus proches. D'une certaine manière, le même phénomène caractérise les relations humaines. Pensez par exemple à ce voisin fauteur de troubles qui vous agaçait quand vous étiez jeune. Si vous le rencontriez aujourd'hui, vous seriez sur vos gardes car vous le considéreriez non pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était à l'époque. Combien d'entre nous voient leurs parents tels qu'ils sont aujourd'hui? C'est extrêmement difficile car durant notre enfance, nous les considérions comme des géants pleins de sagesse. En grandissant, nous gardons d'eux le souvenir de terribles emmerdeurs qui nous empêchaient d'avoir les cheveux longs, de sortir le soir ou de bâcler nos devoirs. Si vous rencontriez le père d'un ami aujourd'hui, votre impression de lui serait sans doute plus objective que celle de son fils, parce que votre jugement ne serait pas faussé par les réminiscences du passé. Toutefois, il serait altéré par l'idée que vous vous faites des pères en général. Si cet homme était plombier, vous l'assimileriez à l'image que vous avez des plombiers. S'il était âgé, votre impression serait influencée par l'idée que vous vous faites des personnes âgées, etc. Vous verriez le passé en lui, mais d'une manière différente de celle de votre ami. Il en est de même dans bien d'autres circonstances de la vie quotidienne. Pour un enfant élevé dans une famille pauvre, l'arrivée du courrier est un événement triste, parce que ses parents sont terrifiés à l'idée de recevoir un avis de saisie. Cet autre garçon adore le courrier parce qu'il trouve souvent dans la boîte aux lettres des bons achats ou une invention ou une invitation à l'anniversaire d'un ami. Aujourd'hui, ces deux enfants sont devenus adultes. Le premier ressent un vague malaise à l'arrivée du facteur, tandis que l'autre l'attend avec enthousiasme. Leurs réactions n'ont rien à voir avec le contenu des enveloppes car ils le perçoivent avec leurs yeux du passé. D'une manière générale, notre perception des autres est faussée, tout comme l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous nous percevons généralement comme nous étions autrefois et non tels que nous sommes aujourd'hui. Prendre conscience de ce phénomène engendre un merveilleux sentiment de liberté. Il est nullement nécessaire de rester enchaîné à son passé. Nombreux sont ceux qui se réveillent le matin, prennent leur douche pour se débarrasser de la saleté de la veille, mais qui conservent la crasse émotionnelle du jour précédent. Ce n'est pas une fatalité. On peut très bien repartir chaque matin, frais et dispo. L'esprit neuf, si l'on fait l'effort de se focaliser sur le présent, de voir l'existence telle qu'elle est. Lorsqu'on ne vit pas dans l'instant présent, on ne voit pas les autres tels qu'ils sont. Et l'on ne se voit pas tel que l'on est. En outre, on ne peut pas être heureux quand on est prisonnier du passé. Il ne faut pas le rejeter, mais il est indispensable d'en avoir une vision réaliste et d'aller de l'avant. Jack avait le don de vivre dans l'instant présent. Coureur à pied, il a participé à plusieurs marathons. Il donnait toujours l'impression d'être pleinement là. Lorsqu'il entrait dans une pièce, il regardait autour de lui comme si tout était nouveau, même s'il y était déjà venu à 1000 reprises auparavant.
Quand il vous accueillait et demandait de vos nouvelles, il était extrêmement attentif. Il écoutait réellement les autres. Il ne pensait pas à ce qu'il mangerait à midi, à son rendez-vous du soir ou à ses problèmes d'ordinateur. Jack était toujours présent de façon tangible avec vous et pour vous. Malheureusement, il développa un type de lymphome particulièrement cruel pour lui puisqu'il affectait ses jambes, qui avaient énormément gonflé et faisait de lui un invalide. Pourtant, l'aggravation de son état n'entrava en rien sa faculté de vivre l'instant, bien au contraire. Quand on venait prendre de ses nouvelles, on avait l'impression qu'il examinait minutieusement son état physique et psychologique pour donner la réponse la plus objective possible. De la même manière, lorsqu'il prenait des nouvelles de ses visiteurs, il était tellement attentif que l'on se sentait intimement lié à lui. Non seulement il ne ressassait jamais le passé, mais une fois qu'il s'était exprimé, il ne revenait plus sur ce qu'il avait dit et se consacrait totalement aux autres. Il savait profiter de l'instant présent et vous incitait à faire de même. On ne pouvait lui donner des réponses stéréotypées à des questions du type « Comment vas-tu » ou « Quelle nouvelle ?» Il nous forçait à réfléchir et à répondre avec franchise. Il voulait vivre chaque instant afin de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. En automne, Jack ne pensait jamais à l'été précédent. En hiver, il n'attendait pas impatiemment les beaux jours. Il était pleinement présent dans chaque saison de sa vie. Quand on rencontre un homme comme Jack, on comprend mieux comment le présent peut être kidnappé par le passé et l'avenir. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous vous sentirez mieux si vous vous libérez du passé. Immédiatement, pour vivre l'instant présent. Lorsque vous parlez à votre conjoint, entrez pleinement dans la conversation au lieu de penser, par exemple, au cours que vous devez donner ce soir. Après seulement, concentrez-vous sur la préparation de ce cours. Votre relation avec votre conjoint n'en sera que meilleure et votre cours ne se déroulera que mieux. Chaque chose en son temps. Nous accordons trop d'importance au futur. Certains vivent dans le futur, d'autres en rêvent, d'autres encore le redoutent. Ces trois attitudes nous éloignent du moment présent. Un homme d'une 50aine d'années qui avait dû quitter son emploi à la suite d'une maladie se réveilla une nuit en proie à une vive angoisse. Il ouvrit son carnet de rendez-vous et constata que toutes les pages étaient vierges pour les semaines à venir. Son avenir semblait littéralement se résumer à un vide absolu. Il me dit que sa maladie a ceci de positif qu'elle l'incite à oublier le passé mais aussi le futur. C'est en consultant fiévreusement son carnet de rendez-vous cette nuit-là qu'il avait pris conscience de cela. Il dut s'extraire de la structure même du temps telle que nous la connaissons. Ainsi, il put commencer à découvrir sa nature profonde et sa relation au temps. Au début, il fut bien obligé de constater que le temps, tel qu'il le connaissait, se détraquait petit à petit. Ainsi, par exemple, aux amis qu'il appelait pour savoir à quelle heure il pourrait venir le voir, il répondait que n'importe quand ferait l'affaire, que cela n'avait pas d'importance. Il comprit alors qu'il continuait à exister, même si son temps avait complètement changé de nature. En approfondissant sa réflexion, il s'aperçut qu'il continuerait à exister, même si la notion de temps disparaissait. Plus le temps artificiel se décompose et plus je réalise que j'ai vécu et que je mourrai en temps voulu. Et je commence à percevoir intuitivement que je suis éternelle et que j'existerai au-delà du temps. Nous sommes éternels par essence. La réalité du temps est telle que nous ne pouvons avoir aucune certitude sur le passé. Nous ne savons pas s'il s'est bien déroulé comme nous le pensons, et évidemment nous ignorons de quoi serait fait le futur. En fait, nous ne savons même pas si le temps est linéaire. Nous situons le passé avant et le futur après, mais pour que cela soit vrai, il faudrait que le temps s'écoule de manière linéaire. Les scientifiques pensent que le temps ne l'est pas, que nous ne sommes pas prisonniers du schéma temporel rigide passé, présent, futur. Dans le temps non linéaire, le passé, le présent et le futur existent au même moment. Et même si cette hypothèse se confirmait, cela changerait-il quelque chose à notre existence ? Frank et Margaret ont vécu un bonheur sans nuages pendant 50 ans. Profondément amoureux l'un de l'autre, ils étaient inséparables.
Lorsque Margaret apprit qu'elle avait un mal incurable, elle eut cette réaction. Je peux accepter la maladie, je peux accepter la mort, mais je ne supporte pas la perspective d'être séparée de Frank. Plus sa maladie progressait, plus Margaret était perturbée par cette perspective. Quelques heures avant de mourir, parfaitement lucide, car elle n'avait pris aucun médicament, elle s'est tournée vers Frank, qui était assis à son chevet. « Je vais bientôt partir, et tout compte fait, c'est très bien comme ça. »« Comment peux-tu dire cela ? On vient de me dire que là où je vais, tu seras présent. » Est-il possible que Frank pût se trouver simultanément dans cette chambre d'hôpital et au paradis en train d'attendre sa bien-aimée? Peut-être. Ou peut-être que cette question est liée à notre perception du temps. Frank, qui vit dans le temps, devra attendre 5, 10 ou 20 ans avant de retrouver Margaret. Mais si Margaret se retrouve dans un espace où celui-ci n'existe plus, elle aura l'impression que Frank est arrivé une seconde après elle. Le temps est plus long pour les vivants que pour les morts. Quand un patient se sait atteint d'une maladie incurable, sa conception du temps change complètement, brusquement. Il a peur de manquer. C'est là une autre contradiction inhérente à la vie. En passant de l'abstrait au réel, on découvre pour la première fois que son temps est limité. Mais les médecins peuvent-ils vraiment affirmer qu'un malade n'en a plus que pour 6 mois? On peut connaître la durée moyenne de survie pour telle ou telle maladie, mais on ne peut pas connaître la date exacte de la mort. Il faut accepter la réalité de cette incertitude. Parfois, dans un éclair de lucidité, on comprend cette vérité. Au terme de leur vie, les gens veulent savoir combien de temps il leur reste, mais ils découvrent rapidement que c'est impossible. On dit souvent d'un proche qu'il est mort trop jeune, que sa vie est inachevée, mais pour qu'elle soit complète, il suffit que 2 conditions soient remplies: naître et mourir. En fait, on considère en général qu'une existence n'est complète que si la personne a vécu 90 ans et que sa vie a été réussie. Dans tous les autres cas, on décrète que sa mort a été prématurée. Beethoven n'avait que 55 ans lorsqu'il est mort, pourtant ce qu'il a accompli est prodigieux. Jeanne d'Arc n'avait même pas 20 ans quand elle fut conduite au bûcher et pourtant on la vénère encore aujourd'hui. John Fitzgerald Kennedy Jr. est mort en même temps que sa femme et sa belle-sœur à l'âge de 38 ans. Il n'avait jamais eu de mandat électif, mais il fut plus aimé que bon nombre de présidents des États-Unis. Ses parcours étaient-ils incomplets? Cette question nous ramène à une conception de la vie où tout est mesuré et jugé de manière arbitraire. Que savons-nous des leçons que les autres sont supposés apprendre de leur destinée et de la durée de vie qui leur a été impartie? La réalité difficile à accepter, c'est que nous ne mourrons jamais trop tôt. Nous mourrons quand notre heure sera sonnée. La grande difficulté, c'est de vivre pleinement l'instant présent, c'est de comprendre qu'il recèle toutes les occasions de bonheur et qu'il ne faut pas les gâcher en reportant tous ses espoirs sur le futur. En renonçant à ces attentes, nous pouvons vivre dans un espace béni, ici et maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.